Donc bonjour, je vais vous parler ce soir des vaccins antiviraux vivants atténués de nouvelle génération. Donc c'est d'actualité puisque normalement d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, il y a le vaccin contre la dengue qui va être commercialisé et c'est un vaccin vivant atténué. Donc les vaccins vivants atténués sont d'excellents vaccins pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'ils confèrent une excellente protection, proche de celle qui succède à une infection naturelle. Cette protection est rapidement obtenue et elle est prolongée le plus souvent après une ou deux injections. Elle peut durer toute la vie. Également, ce sont des vaccins peu coûteux. Par exemple, le vaccin de la fièvre jaune coûte seulement $1 dans les pays en voie de développement. On voit que c'est beaucoup moins cher que certains vaccins inactivés qui sont vendus. Alors, les souches virales atténuées qui sont contenues dans ces vaccins peuvent être de différentes formes. Tout d'abord, ça peut être des souches non modifiées mais atténuées car ce sont des souches hétérologues, donc c'est le cas de la vaccine, qui est un proche cousin de la variole, ou parce qu'on a utilisé un mode d'administration particulier, c'est le cas d'un vaccin qui est commercialisé aux États-Unis contre les infections respiratoires à l'adénovirus. Lorsqu'on administre les souches pathogènes par voie orale, on ne développe pas d'infection respiratoire, mais on est protégé contre ces infections respiratoires. Le plus souvent, quand même, ce sont des souches modifiées qui sont contenues dans ces vaccins. Donc, pour les virus qui ont un génome segmenté, comme le virus de la grippe ou le rotavirus, c'est-à-dire que le génome est segmenté en différents brins d'ARN qui codent pour différentes protéines virales, par réassortiment, on peut obtenir des souches virales atténuées. Le plus souvent, ces souches atténuées sont obtenues par passage successif sur, par exemple, des œufs embryonnés, des cellules ou des animaux. On voit que ça a été le cas pour de nombreux vaccins qui sont commercialisés en France. Donc, cette atténuation par passage en série, ça consiste, par exemple, si on travaille avec des cellules, à produire le vaccin, faire produire le vaccin par les cellules, puis on va récupérer le surnageant de culture qu'on va passer à nouveau sur des cellules N fois. Et donc au cours de ces passages, le virus va s'adapter aux conditions de culture et parfois, lorsqu'il s'adapte aux conditions de culture, il va perdre son pouvoir pathogène pour l'homme. Donc, pour avoir un ordre d'idée, combien de passages ont été réalisés pour les souches qui sont utilisées dans les vaccins qui sont commercialisés? On voit que c'est très variable. Par exemple, pour la souche SAB1-2 du vaccin antipoliomyélitique oral, il y a eu seulement 13 passages qui ont été réalisés. Et on voit que pour la souche 17G, contenue dans le vaccin de la fièvre jaune, il y a 176 passages qui ont été réalisés, donc c'est extrêmement variable. Ce qu'il faut noter, c'est que lorsqu'on a regardé les déterminants génétiques de ce phénotype d'atténuation, donc là c'est le cas par exemple, c'est un exemple pour le vaccin antipoliomyélitique oral, on voit qu'il y a en fait très peu de mutations qui sont responsables de ce phénotype d'atténuation. Par exemple, pour la souche SAB1-2, il y a seulement 2 mutations nucléotidiques qui sont responsables de ce phénotype d'atténuation. Et donc le risque, c'est la réversion de ces souches vaccinales, la réversion phénotype sauvage. Si le A redevient G, la souche va redevenir pathogène. Donc on en vient aux inconvénients de ces souches vaccinales qui sont utilisées. L'inconvénient majeur, c'est le risque de maladie infectieuse vaccinale. Et donc on l'a vu, dû à l'instabilité du phénotype d'atténuation. Donc bien sûr, il y a des contre-indications à cause de ça, notamment on ne peut pas vacciner les patients immunodéprimés. Et également, on a une variabilité des souches qui sont contenues dans différents lots de produits. Ça, c'est parce qu'on utilise des souches virales. À chaque fois qu'on va faire un lot de vaccin, le virus va se modifier, va évoluer. Et donc, d'un lot à l'autre, c'est jamais le même virus qui est contenu dans le vaccin. Et donc, ça demande à chaque lot de vaccin, par exemple pour le vaccin contre la fièvre jaune, on va devoir tester le vaccin chez le singe et vérifier qu'il n'y a pas eu de réversion, qu'il n'est pas plus pathogène que d'habitude. Également, on peut avoir des problèmes de contamination de l'eau. Il y a eu des cas qui ont été connus de contamination de certains vaccins par d'autres virus. Également, le dernier inconvénient de ces vaccins, ce sont les problèmes de conservation. Ils doivent être conservés à 4 degrés. Ça pose notamment des problèmes dans les pays en voie de développement, où il est souvent difficile d'avoir une chaîne du froid convenable.
Donc tout ça pour dire qu'il y a une nécessité aujourd'hui de développer de nouvelles approches qui permettent de générer des souches vaccinales atténuées de nouvelles générations, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait d'énormes avantages d'utiliser ce type de vaccin. Donc ça, c'est les méthodes que je viens de vous décrire, les méthodes empiriques, les passages successifs qui sont passives et où on ne va pas choisir les déterminants génétiques de l'atténuation. On va réaliser des passages et puis on va trouver qu'il y a une souche qui est atténuée et ensuite on va regarder quelles sont les mutations. Les méthodes de nouvelle génération, elles sont très différentes puisqu'on va in silico sur un ordinateur décider quelle mutation on va introduire dans le génome du virus, puis ensuite grâce à des méthodes de génétique inverse, on va recréer ce virus qui contient les mutations. Donc ces méthodes dites de génétique inverse, c'est quoi? Donc, comme son nom l'indique, c'est l'inverse de la génétique classique, où on va partir du phénotype. Par exemple, une souris a un pelage blanc, on va chercher le gène qui est responsable de cette couleur. On va créer un gène avec des mutations, on va l'introduire dans le génome d'un virus, et on va regarder quelles sont les conséquences sur le phénotype du virus. Alors quel outil on va utiliser pour créer ces virus par génétique inverse? Cet outil, le plus souvent, c'est le clone infectieux. Je vais l'expliquer rapidement. Ça consiste à introduire le génome complet d'un virus ARN sous forme d'ADN double brin dans un plasmide bactérien sous le contrôle d'un promoteur. On va donc obtenir un plasmide qu'on va ensuite cloner dans des bactéries. Et donc lorsqu'on va réaliser ce clonage, on va ensuite être capable de produire des quantités énormes de clones infectieux, des microgrammes d'ADN, qu'on va ensuite introduire dans des cellules permissives, par exemple des cellules humaines en culture cellulaire. Et donc cet ADN double brin, lorsqu'il se retrouve dans les cellules, ça va permettre la production de particules virales infectieuses. Cet outil, puisqu'on travaille avec un ADN double brin qui a des étapes de clonage, on peut facilement le modifier par biologie moléculaire et donc introduire des mutations. Donc l'avantage de ce type de méthode, c'est qu'on a donc un matériel biologique qui est contrôlé, on contrôle totalement la séquence du virus, et puis c'est reproductible à chaque fois qu'on va créer un lot de vaccins, on va toujours avoir la même séquence, il ne va pas y avoir de variabilité entre les lots de vaccins. Également, il n'y a pas nécessité de détenir la souche virale sauvage pour créer ce type de vaccin, il suffit qu'on ait la séquence dans les bases de données et on peut designer ce type de clone infectieux. Donc ces méthodes de génétique inverse, elles ont été utilisées pour créer des vaccins et notamment essayer de limiter les maladies infectieuses. Là, c'est un premier exemple de ce qu'on appelle les vaccins vivants atténués chimériques. Ça a été appliqué au virus de la famille des flavivirus, donc à des arbovirus. On a utilisé la souche vaccinale 17D, qui est largement connue et qui est très bien atténuée. Et on a modifié les protéines structurales de cette souche vaccinale, notamment les protéines d'enveloppe qui sont antigéniques, et on l'a remplacé par des gènes codant pour les protéines d'enveloppe antigéniques d'un autre flavivirus, par exemple l'ADINC. Et c'est donc ce type de vaccin qui va être commercialisé prochainement, un vaccin chimérique, donc avec un génome de la souche 17D et des protéines des différents sérotypes de l'ADN. Alors, on peut également limiter le risque de maladie vaccinale en limitant le risque de réversion. On a vu qu'il y avait souvent très peu de mutations qui étaient responsables de ce phénotype d'atténuation. On peut donc penser qu'en augmentant le nombre de mutations responsables de ce phénotype, on va stabiliser le phénotype de ces virus. Et donc ce type de méthode, ça consiste à introduire un grand nombre de mutations très faiblement délétères dans les génomes des virus avec donc ces méthodes de génétique inverse. Donc cette méthode, ça s'appelle le réencodage des codons à grande échelle. C'est un nom un peu barbare comme ça, mais c'est assez facile à comprendre. Ça consiste à introduire un grand nombre de mutations synonymes dans les régions codantes des génomes viraux. On ne va donc pas modifier les protéines virales, mutations synonymes donc. Ça, c'est possible grâce à la redondance du code génétique. Pour la plupart des acides aminés sont codés par différents codons. En changeant donc le codage des acides aminés, on va introduire ce type de mutation. Donc généralement, on introduit des centaines de mutations. Voilà, on voit que c'est très différent du nombre qu'on a vu auparavant pour les souches vaccinales obtenues par des méthodes empiriques. Alors cette méthode, elle a montré qu'elle était universelle,
puisqu'elle était appliquée à de nombreux virus ARN simple brin, par exemple le poliovirus, le virus de la grippe, le VRS, le VIH. Et à Marseille, nous l'avons appliqué donc aux arbovirus, au virus chikungunya et au virus de l'encéphalite attique. Alors pourquoi ça marche? Pourquoi introduire des centaines de mutations synonymes? On va obtenir une atténuation. Pourquoi ces mutations sont très faiblement délétères? Puisque généralement, lorsqu'une mutation est synonyme, on dit qu'elle est silencieuse, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'impact sur le phénotype. En fait, c'est faux, notamment pour les virus à ARN. Pourquoi? Parce qu'il y a de multiples fonctions qui sont codées par les génomes des virus ARN. Donc les fonctions, ça peut être bien sûr la séquence des protéines, et ça on ne va pas le modifier lorsqu'on fait du réencodage, puisqu'on ne modifie pas cette séquence protéique. Qu'est-ce qu'on va modifier? En fait, il y a des fonctions de régulation de la traduction des protéines, des fonctions de régulation de la réplication du génome viral, également des fonctions de régulation des étapes d'encapsidation, décapsidation. Également, les génomes des viraux ont été façonnés au cours de l'évolution pour échapper à la réponse immunitaire de l'hôte et notamment à la réponse immunitaire innée. Il y a des motifs nucléotidiques qui sont reconnus par des effecteurs du système immunitaire inné. Il y a certains virus qui les ont éliminés pour échapper à cette réponse. Alors, donc, nous l'avons appliqué en premier au virus du chikungunya. Vous savez, c'est un arbovirus transmis par les moustiques. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a designé 3 cassettes d'environ 1500 paires de bases. Donc ça, c'est une représentation schématique du génome du virus chikungunya, avec là les gènes qui codent pour les protéines non structurales et là les gènes qui codent pour les protéines structurales. Donc on a designé 3 cassettes d'environ 1500 paires de bases qui contenaient chacune environ 300 mutations synonymes. On a combiné ces différentes cassettes et on a obtenu 6 génomes modifiés. Donc ça allait d'environ 300 mutations à 882 mutations, ce qui représente un peu plus de 7% du génome viral qui a été modifié. C'est très important. Alors qu'est-ce qu'on a observé? Lorsqu'on fait pousser ces virus en culture cellulaire, on voit clairement qu'il y a une diminution de la réplication virale qui est proportionnelle au nombre de mutations qu'on a introduites dans le génome. Et ça, donc là, il y a une figure qui illustre bien ça, donc c'est sur des cellules de singes, de primates. Donc on voit que la taille des plages de lyse va diminuer plus on va introduire de mutations. Et donc on a observé cette diminution de la réplication virale sur cellules de primates, mais également sur cellules de moustiques. Ensuite, on a voulu vérifier l'hypothèse de départ. L'hypothèse de départ, c'est puisqu'on introduit un grand nombre de mutations, des centaines de mutations, on a une stabilité du phénotype d'atténuation. Et donc on a réalisé des passages en série de ces virus sur différents types de cellules, cellules de primates et cellules de moustiques, et on a montré qu'il y avait tout d'abord une stabilité du phénotype, le virus ne récupérait pas sa capacité à se répliquer, et également une stabilité du génotype, puisqu'on a observé très peu ou pas de réversion. On a ensuite appliqué cette méthode au virus de l'encéphalite attique. Alors pourquoi ce virus? C'est un autre arbovirus cette fois-ci, donc transmis par les tiques, parce qu'il y a un modèle animal, un modèle murin, qui est très intéressant puisque la souris va développer une encéphalite avec des symptômes proches de ceux qu'on va observer chez l'homme lorsqu'il y a des cas d'encéphalite causés par ce virus. Donc pour ce virus, on a utilisé une seule cassette cette fois-ci, de la même taille que celle utilisée avec le chikungunya, environ 1500 paires de bases, dans laquelle on a introduit également 300 mutations synonymes. Et on a regardé ce qui se passait donc chez la souris. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'une souris est infectée par ce virus, un virus sauvage non modifié? Très rapidement, on a du virus dans le cerveau, on a 100% des souris avec du virus dans le cerveau, donc neuroinvasion, puis neurovirulence, c'est-à-dire apparition de signes cliniques d'encéphalite. Donc le modèle qu'on a utilisé n'est pas létal, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de souris qui mouraient après infection par le virus sauvage. Lorsqu'on regarde ce qui se passe avec le virus réencodé, donc le virus muté, on voit qu'on a très nettement diminué donc, la neuroinvasion, mais également la neurovirulence. On peut également regarder ça avec la perte de poids, qui est un bon indicateur. Et on voit la même chose, qu'il y a beaucoup moins de souris qui ont une perte de poids significative lorsqu'on compare avec le virus sauvage. Donc ensuite, on a regardé si, lorsqu'on infectait ces souris avec ces souches réencodées, on avait production d'anticorps, notamment neutralisants, et on a vu qu'il y avait une immunisation équivalente à celle obtenue avec le virus sauvage, c'est-à-dire un même taux
d'anticorps neutralisants chez les souris. On a ensuite regardé si ces souris étaient protégées contre une infection ultérieure par un virus viral, c'est le principe de la vaccination, et donc 100% des souris infectées par le virus lymphodé étaient protégées contre une infection ultérieure. Voilà, donc en conclusion, donc les vaccins vivants atténués ont prouvé leur efficacité. On a vu que les souches qui sont actuellement utilisées le sont depuis des dizaines d'années et ont de nombreux avantages. Et donc dans le futur, il faudra améliorer ces vaccins. Donc on l'a vu notamment en utilisant des nouveaux outils génétiques inverses et puis des méthodes qui permettent de limiter le risque de maladies infectieuses vaccinales. Enfin, j'en ai pas parlé. Il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent d'améliorer la conservation des vaccins, notamment à température ambiante. Merci.